Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. C'est une étude de Harvard Business Review qui le montre. On a chacun des compétences techniques et on a également des qualités humaines, ce qu'ils appellent les hard skills et les soft skills. Selon les études, 80% de la réussite d'une carrière est liée aux soft skills, c'est-à-dire les qualités humaines. Plus une personne elle a ces qualités humaines-là, plus elle est plus à même de réussir sa carrière. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Jibril. Wa alaykum salam wa rahmatullah, Abdelrahman. Comment vas-tu? Merci, je vais très bien. Merci Super, beaucoup pour cette invitation. je t'en prie. Jibril, je suis très heureux de t'accueillir encore une fois sur le podcast. Tu es une personne que j'ai découverte lors d'un événement qui s'est déroulé, il me semble, fin avril en France, à Paris. C'était un événement de finance islamique accompagné d'autres experts. La thématique, c'était autour de la dette. Et j'avais bien aimé ton intervention et j'avais mis ton nom de côté. Et puis, je t'ai contacté quelques mois plus tard. Et alhamdoulilah, tu as accepté de participer au podcast. Donc, voilà un peu l'histoire de comment on s'est connus. Oui, et je suis très enchanté de faire ta connaissance. Je ne connaissais pas ce podcast. Je l'ai découvert une fois que tu m'as contacté et je suis agréablement surpris de voir tout le contenu qu'il y a sur ta chaîne et toutes les personnalités expertes que tu as pu interviewer. Et je suis donc Merci très beaucoup. honoré d'en participer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Djibril. Alors, Djibril, pour commencer, donc, j'ai évoqué le fait que enfin, avais participé à un événement de finance islamique, donc c'est une de tes expertises. Tu as aussi d'autres expertises, notamment dans tout ce qui est informatique, transformation digitale. Mais je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous dire voilà, qui tu es, d'où tu viens. Actuellement, tu es au Sénégal, d'ailleurs. On l'a pas évoqué. Mais tu voyages beaucoup, donc je te laisse te présenter rapidement. Alors, moi, je m'appelle Djibril Ndoye, je suis consultant en transformation digitale et également spécialiste en finance islamique. J'ai une double casquette, un double parcours. Depuis 20 ans, je travaille dans l'informatique, j'aide les entreprises, les gouvernements dans des projets complexes de transformation digitale qui mettent en œuvre des logiciels assez complexes, de la phase de conception jusqu'à la mise en production. Mais en même temps, j'ai eu très tôt un intérêt particulier pour la finance islamique, pour les sciences islamiques de façon plus générale. Et donc moi, j'ai un parcours en école d'ingénieur, donc j'ai eu fait un master, un DUG en maths informatique, suivi Donc, d'une... c'est pas le plus 2, hein, ça n'existe plus maintenant, mais pour ceux qui connaissent pas. Ouais, donc ça n'existe plus, à l'époque ça existait. Donc suite à mon DUG, j'ai fait une école d'ingénieur donc qui s'appelle EPITA, Paris. Donc, à la suite de mon diplôme d'ingénieur, j'ai commencé ma carrière en informatique. Et c'est à partir de 2010 que j'ai poursuivi mes études en faisant un MBA à l'IAE de Nancy, donc en 2 ans, donc entre 2008 et 2010. Et en 2009, il y a eu le lancement du premier master européen en civilisation musulmane de l'Université ouverte de Catalogne, dirigé par le professeur Mustapha Sherif et qui a invité beaucoup d'autres professeurs de beaucoup d'autres universités. C'était une première en Europe et c'était dans la continuité d'un cycle de formation en sciences islamiques que j'avais commencé déjà en 2003 à l'Institut des Usuluddin, qui était appelé à l'époque Centre d'études et de recherche sur l'islam. Donc j'avais fait un cycle de 3 ans et donc j'ai voulu poursuivre mon cycle en sciences islamiques avec ce master-là. Et c'est donc pendant ce master-là que j'ai découvert la finance islamique, que j'ai eu un intérêt très grandissant pour cette discipline-là. Et donc j'ai fait une recherche ciblée sur l'état des lieux de la finance islamique en Europe, qui par la suite a été publiée en ouvrage qui aujourd'hui est disponible en 5 langues, vraiment pour permettre aux citoyens musulmans européens de comprendre les concepts de base de la finance islamique et puis d'avoir un panorama des différents produits et services disponibles. Tu as commencé avec l'informatique et maintenant tu fais la transformation digitale. Il y a une évolution entre-temps, entre quand tu as commencé et maintenant.
Oui, clairement. Alors, quand j'ai commencé dans les années 2000, on était encore à l'époque où on construisait des applications informatiques avec du code de très bas niveau. Hein. J'ai commencé ma carrière en étant développeur sur du C, sur du C++. Ensuite, j'ai évolué vers les langages orientés objets comme le Java. Et par la suite, je suis passé sur des middleware, donc ce sont des outils qui permettent d'interconnecter des systèmes. Et lorsque j'ai rejoint la société pour laquelle je travaille actuellement, donc Pegasystems, qui est aujourd'hui leader de ce qu'on appelle le low code, hein, c'est-à-dire que c'est l'évolution de la conception d'applications informatiques en évitant au maximum de générer du code, mais de laisser la machine générer le code. Et on utilise des outils visuels pour modéliser les processus à travers des étapes, à travers des intégrations, etc. Donc il y a eu une évolution vraiment très claire entre le début des années 2000 et aujourd'hui, où on conçoit des applications informatiques de façon très automatisée. Mhm. Et aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises utilisent des outils low-code pour pouvoir accélérer la production de leurs applications. Super, super. Donc actuellement, tu codes plus comme au départ. Voilà, quand tu commençais, tu développais des applications de toi-même. Et maintenant, tu vas plutôt accompagner en utilisant les services que ton entreprise propose pour structurer des solutions. Oui, alors je suis bientôt à ma 13e année dans cette entreprise-là. J'ai passé 10 ans dans la structure conseil, où là on était quand même très proche du développement, où on allait chez les clients, on faisait des audits pour expliquer aux équipes de développement quelles étaient les bonnes pratiques, quelles étaient euh, les approches les plus efficaces pour pouvoir optimiser leurs applications. Depuis 3 ans maintenant, j'ai rejoint une structure très dédiée qui s'appelle Client Innovation, donc qui a pour vocation d'accompagner les clients dans leurs projets de transformation digitale en essayant d'être le plus proche du besoin des utilisateurs Mhm. et de les accompagner à travers une approche de design thinking pour concevoir leurs projets. Ah, donc, c'est des projets très complexes, hein. On parle parfois de projets qui touchent des pays entiers avec des citoyens, des millions de citoyens. Donc ça nécessite vraiment une réflexion très poussée et j'ai énormément de plaisir à travailler dans cette structure parce que on interagit vraiment avec des décideurs et on les aide à mieux comprendre les enjeux de la transformation digitale et de toutes les nouvelles technologies actuelles, que ce soit l'intelligence artificielle, la blockchain, et tout ce qu'il y a autour pour faciliter aujourd'hui la transformation digitale. Excellent, ça doit être passionnant d'avoir tous ces projets. En plus, tu travailles avec des gouvernements, des grosses entreprises. Voilà, vous devez faire des projets vraiment intéressants avec des gros moyens. Ça doit être passionnant. En plus, la technologie évolue tous les mois. Ça évolue à une vitesse actuellement, surtout tout ce qui est AI et développement informatique. Ça évolue à une vitesse incroyable. Du coup, toi, tu dois rester à chaque fois au top. J'imagine, même ton entreprise, vous devez rester au top de tout ce qui est nouvelles technologies, solutions. Clairement, clairement. C'est-à-dire que c'est vraiment un monde qui est en perpétuelle évolution, avec vraiment parfois des, des chocs d'innovation, hein. Par exemple, tout ce qui est IA générative, j'appellerais ça un choc d'innovation. Ce qui s'est passé en 2022 avec ChatGPT, ça a un peu révolutionné le monde de l'entreprise, où aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de mettre des moyens pour pouvoir implémenter des projets d'IA générative avec tout ce que ça suppose comme défi et enjeux. Et aujourd'hui, c'est vraiment un choc dans le sens où ça va complètement bouleverser l'écosystème concurrentiel des entreprises. Les entreprises qui pourront s'approprier l'IA, les données, et les utiliser à bon escient vont clairement avoir un avantage concurrentiel sur les autres. Et pareil pour les États, hein, pareil pour les États. Donc aujourd'hui, la digitalisation, c'est un facteur clé de développement. Pas plus tard qu'hier, j'animais un atelier de 3 heures dans un lycée ici au Sénégal pour leur parler de l'intelligence artificielle, pour leur parler des enjeux de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Pourquoi tous ces États investissent énormément dans la recherche et développement sur l'intelligence artificielle? Parce qu'il y a vraiment
un enjeu clé de développement et de croissance. Hein. Aujourd'hui, les analystes ils estiment à ce que il y aura quasiment 15,5 trillions de dollars qui seront générés en productivité en plus avec l'intelligence artificielle d'ici 2030. L'IA générative a également permis de booster considérablement la productivité dans différents domaines. Et au niveau du bien-être des citoyens, on a aujourd'hui beaucoup de cas d'usage qui peuvent améliorer la vie des citoyens avec l'IA. Il y a bien évidemment un défi au niveau de la régulation, comment contrôler les méfaits de l'intelligence artificielle, mais au finish, le bilan peut être peu positif parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées au quotidien. Et donc, ça me passionne, j'y travaille et on verra que ça a également un impact sur la finance islamique. Parce que, comme je te dis, j'ai vraiment aujourd'hui un intérêt pour réfléchir à aussi créer des produits et services autour de la finance islamique. Donc voilà, c'est vraiment un domaine qui peut vraiment changer beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous vivons actuellement. En tout cas, pour les esprits qui sont intéressés par tout ce qui est développement, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, tu m'en parlais tout à l'heure, avant le podcast. C'est un peu ça qui t'a poussé à t'orienter vers l'informatique pendant tes études. Mais tu peux en parler peut-être plus en détail. Mais c'est un peu toute cette innovation déjà à l'époque qui t'intéressait et ça t'a suivi jusqu'à maintenant. Tout à fait. Oui, alors pour la petite histoire, comme je disais, moi quand j'étais en dernière année de terminale, donc je pense même le premier trimestre, fin 97, début 98, j'étais encore dans une logique de faire des études en économie-finance, hein, parce que je voyais autour de moi que ça offrait une stabilité sociale, des revenus beaucoup plus intéressants. Et du jour au lendemain, j'ai un oncle qui est venu me voir et qui m'a dit, mais pourquoi tu fais pas l'informatique? Tu vois bien qu'aujourd'hui, c'est un domaine d'avenir et il y a beaucoup de choses qui vont être informatisées. Si tu fais l'informatique, tu vas pas le regretter. Et ça a fait un déclic. Un autre de ses amis m'a offert une brochure d'une école d'ingénieur et j'ai direct trouvé ma vocation. J'ai dit, c'est ce que je voulais faire. Je vais faire de l'informatique. Et donc, j'ai fait un DUG de 2 ans, puis une école d'ingénieur. Donc, 5 ans après le bac, j'étais déjà informaticien. Et j'ai eu justement l'immense privilège de pouvoir beaucoup voyager aussi, en plus de mon métier d'informaticien. Donc, j'ai passé 3 ans et demi en tant que salarié. Et à partir de là, j'ai eu l'opportunité d'aller faire une mission à l'étranger en tant qu'indépendant. Et Mhm. ça m'a plu. Je suis resté quasiment 5 ans indépendant, avec beaucoup de voyages dans le Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est. Et ces voyages aussi, ils m'ont forgé dans mon cheminement personnel vis-à-vis des sciences islamiques, vis-à-vis de la spiritualité. J'ai pu apprendre l'arabe dans les pays où j'étais, mais j'ai également pu côtoyer beaucoup de savants musulmans et ça m'a donné encore un appétit grandissant pour développer mes connaissances en sciences islamiques et en finance islamique. Excellent. Ça a développé ton intérêt grandissant vers la finance islamique. C'est là où je voulais en venir justement. C'est que du coup, l'informatique ne te suffisait pas. Tu t'épanouissais pas suffisamment dans l'informatique et tu as eu besoin de t'orienter vers la finance islamique. Ça a été quoi le processus? Alors, le processus, il est très simple, hein. C'est-à-dire que j'ai passé 5 ans à travailler dur pour être ingénieur entre l'instant où j'ai eu le bac et l'instant où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur. Et je me suis dit, ça c'est pour un métier, sauf que bon, les sciences islamiques, c'est ma religion et je dois me former. Donc le musulman, il doit en permanence apprendre sa religion, comprendre l'islam. Et je me suis inscrit à l'époque donc à un cursus de 3 ans à ce qu'on appelait à l'époque le Centre d'études et de recherche sur l'islam, Institut Usuluddin. Et j'ai passé 3 années où j'ai appris énormément de choses sur toutes les branches de la finance islamique, hein, que ce soit la foi, les hadiths, le Coran, etc. Et donc, c'était naturel, hein, en tant que musulman, de vouloir apprendre sa religion, indépendamment de la carrière que l'on peut avoir. Mhm. Et suite à ce certificat, j'avais toujours cette volonté de poursuivre ma carrière en apprenant autre que l'informatique. Donc, j'ai fait dans un premier temps un master à l'IAE de Nancy, donc l'Institut d'administration des entreprises de Nancy. C'est un master en 2 ans
où là, c'est le MBA à la française, hein, avec toutes les matières de gestion, finance, économie, micro, macroéconomie, etc. Et comme si ça suffisait pas, j'ai commencé le master en 2008. Et en 2009, il y a eu l'annonce du premier master en civilisation musulmane en Europe qui avait été donc lancé par l'Université ouverte de Catalogne. Et je me suis inscrit. Donc il y a une année où j'ai fait ma deuxième année de MBA et ma première année de master en civilisation musulmane. Donc c'était une année assez chargée, mais Mhm. je l'ai pas regretté. Et en 2010, j'ai pu terminer mon master en civilisation musulmane suite au MBA l'année d'avant. Et justement, dans le cadre de ce master-là, j'ai eu un professeur de recherche qui m'a encadré pour faire des recherches sur l'état des lieux de la finance islamique en Europe. Et j'avais été surpris à l'époque qu'il y avait très peu de littérature sur la finance islamique en français et même en anglais. Donc, euh, donc je me suis dit, mais c'est un sujet qui concerne quand même tous les musulmans, mais aujourd'hui, on en parle très peu. Donc moi, j'ai Mhm. vraiment eu beaucoup de plaisir à faire des recherches dessus, à lire beaucoup d'ouvrages et donc concevoir mon étude autour de cela. Donc une étude qui se concentre sur déjà les concepts de base. Qu'est-ce que la finance islamique? Quelles sont les bases? Quelles sont les sources? Quelles sont les règles du fiqh, usul fiqh, etc. Une deuxième partie sur quels sont les produits et services, hein, qu'est-ce que la murabaha, la musharaka, le ijara, le salam, etc. Donc un jargon très particulier. Et enfin, une étude de terrain pour savoir qui est-ce qui propose quoi en Europe. Quels sont les Mhm. produits et services qui sont en phase avec l'éthique musulmane. Et donc c'est cette étude-là qui a été éditée par la suite pour faire un ouvrage qui s'appelle Finance islamique en Europe, état des lieux des produits et services. Et comme si ça ne suffisait pas, je me suis dit quand même, bon, au-delà du fait que le livre a eu un succès avec les 5 langues, je me suis dit, je vais essayer de faire un site vitrine pour pouvoir un peu promouvoir les concepts, le livre, avec un blog. Et donc, j'ai également fondé le site financeislamique.shop, Ouais. donc qui a été lancé en 2021, je crois. Et donc voilà, qui est un site vitrine, on va dire, où on a un certain nombre de blogs, de publications et de liens dessus, et puis même il est possible d'acheter le livre dessus. Mais voilà, c'est un peu cet intérêt qui m'a poussé à être entrepreneur dans ce domaine-là. Top. Comment tu as géré du coup le fait, enfin, est-ce que tu as mis en pause ta carrière quand tu étudiais? J'imagine que non. C'était dur à gérer les deux ensemble. Donc tu as commencé avec le CERCI, qui est maintenant l'Institut Osuluddin, puis les masters, les deux masters que tu as fait, puis l'écriture d'un livre. Ça, tu le faisais en parallèle de ton travail? Oui, on parlait de mon travail, de ma famille et de mon engagement associatif avec les frères de ma ville pour ouvrir notre première mosquée dans notre ville. Donc autant dire que ce n'était pas simple. C'était quelle ville? La ville de Nogent-sur-Oise. Ah oui, tu en avais parlé, donc c'est en nord de la région, dans la région parisienne, au nord, hein. Oui, Ouais. oui, oui. C'est là-bas que je suis basé d'ailleurs, hein. Là, tu es au Sénégal, mais Oui, c'est là-bas que je suis basé. Je Ouais. suis là-bas que je suis basé depuis plusieurs années. Et puis, j'ai un groupe de frères avec qui je m'entends très bien. Ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. On a réussi ensemble à lancer un projet en 2010-2011 jusqu'à pouvoir inaugurer notre première mosquée en 2022. Mais en fait, je pense que ce que tu dis aujourd'hui, c'est très pertinent parce que il y a souvent dans le subconscient du musulman de dire que chaque individu doit être mis dans une case, on doit faire uniquement ceci. Alors que j'estime que il y a une possibilité d'avoir une multidisciplinarité lorsque la personne a toujours cette soif d'apprendre. Alors, lorsqu'on voit Mhm. l'imam Razali, c'est quelqu'un qui a fait énormément d'études et de publications dans sa vie. Il avait une expertise dans différents domaines et aujourd'hui, je suis encore émerveillé quand je lis les ouvrages de l'imam Al-Razali. Hein, et je pense qu'à l'époque où on vit, c'est encore beaucoup plus facilité parce que l'accès à la connaissance a été démocratisé, a été facilité avec l'Internet, avec les cours à distance, hein, avec la possibilité de pouvoir avoir des diplômes sans pour autant être sur place, aller pour les examens. Donc oui, je te cache pas, entre 2008 et 2012, ça a été quand même très difficile, hein. J'avais des journées de 14-15 heures parce qu'il fallait
assurer mon job, m'occuper de ma famille et puis derrière passer 2 à 3 heures par jour pour étudier. Mais je le regrette pas. Je le regrette pas aujourd'hui. J'estime que ça m'a beaucoup forgé. Et j'encourage aussi hein, toutes les personnes qui nous écoutent à toujours rechercher cette connaissance-là qui peut être utile sur le plan personnel, en termes de développement personnel, qui peut être utile au niveau de la communauté, en étant vraiment protagoniste et en essayant d'utiliser ses connaissances pour aider à innover, à créer des produits et services et également sur le plan social. Mais voilà, moi, je pense que ce qui fait un peu ma particularité, c'est cette envie perpétuelle d'apprendre de nouvelles choses et ce côté aussi hyper actif Mhm. qui a des avantages et des inconvénients, parce que c'est vrai que parfois j'en fais beaucoup trop. Ouais. Tu continues toujours à être hyperactif, comme tu le dis, ou t'as réduit? Bah, justement, j'aimerais bien, mais parfois le devoir m'appelle. Hein, lorsque, par exemple, on est dans le monde associatif, on a parfois envie de déléguer. Lorsqu'on gère une association avec un lieu de culte, avec des frères, on a envie de déléguer, de dire, voilà, bon, là, je mets, mais malheureusement, c'est pas une entreprise. On peut pas déléguer de la même manière dans une entreprise que dans une association. L'association, c'est basé sur le bénévolat. Lorsque certaines personnes ne font pas, c'est pas forcément que d'autres vont faire à leur place. Donc parfois, je suis contraint par le devoir de faire plus que j'aimerais faire. Et même, je dirais, parfois, j'aimerais avoir une casquette d'entrepreneur, de pouvoir poursuivre mes recherches sur l'innovation au niveau des fintech. Mais le temps me manque. Le temps me manque parce que j'ai beaucoup d'autres responsabilités. Mais j'ai espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter que je puisse mieux me structurer. Inch'Allah, que la facilite. Quels sont les sujets qui t'intéressent actuellement beaucoup, où tu mets beaucoup d'attention, ou peut-être que tu n'as pas le temps, mais que tu aimerais mettre plus d'attention? Quels sont les sujets qui te passionnent? Alors, il y a un sujet qui me passionne et qui est à la croisée des chemins entre la digitalisation et la finance islamique. Il y a un principe de réalité dans le monde où nous vivons. D'accord? Nous sommes 8 milliards d'habitants. Il y a aujourd'hui entre 1,5 et 1,8 milliard de citoyens du monde de confession musulmane. Oui. À cela, on peut rajouter beaucoup d'autres spiritualités, beaucoup d'autres religions qui aspirent à une finance éthique. Donc, on a facilement entre 3 et 4 milliards, autant pour moi, de citoyens du monde qui disent, voilà, nous, on veut un système financier qui soit beaucoup plus éthique, qui soit beaucoup plus stable, mais qui malheureusement font face à une, euh, on va dire, agressivité de la finance qui déstabilise le monde. Donc ça, c'est un sujet qui me tient à cœur. Lorsqu'on regarde aujourd'hui le montant des actifs en finance islamique qui sont gérés par les banques du monde, ça représente moins d'1%. Mhm. Lorsqu'on est aujourd'hui, par exemple, en Afrique, sur le continent africain, d'accord, on a à peu près 1,2 milliard d'habitants, avec quasiment 60% de citoyens africains de confession musulmane. Aujourd'hui, il y a quasiment pas plus de 2% de banques islamiques en Afrique. Et Mhm. 98 autres, ce sont des banques qui sont basées sur la finance conventionnelle. Un jeune Africain qui est cadre, qui veut acheter sa maison sur le principe de la finance islamique, il a très peu d'options qui s'offrent à lui. Un jeune Africain qui est entrepreneur, qui veut lever des fonds pour financer son entreprise, il a très peu d'options si ce n'est d'aller dans la banque du coin et de faire un prêt à intérêt. Un jeune Africain ou même un jeune musulman, parce que c'est pas que l'Afrique, qui veut aujourd'hui acheter sa voiture à crédit sans intérêt, il a très peu d'options. Donc Mhm. aujourd'hui, il y a un vide au niveau des produits et services en finance islamique dans la plupart des pays à population majoritairement musulmane. Je parle même pas encore de l'Europe, hein, parce que l'Europe, c'est un autre domaine. Mais on prend uniquement les pays comme l'Afrique de l'Ouest, ou que vous prenez le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est des pays à population majoritairement musulmane. Mais les produits et services du quotidien qui sont la base pour pouvoir financer ces projets,
il y en a très peu. Il y a très peu d'innovation. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, en même temps, aujourd'hui, il y a une accélération au niveau de la digitalisation des produits et services dans le monde. Mhm. Indépendamment de la finance, les smartphones et l'Internet au débit ont révolutionné le rapport à la technologie. Aujourd'hui, tout le monde a quasiment un smartphone dans la plupart des pays. Et les smartphones sont de plus en plus puissants. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les fintechs conventionnels, c'est qu'on arrive à faire beaucoup de choses avec son smartphone sans pour autant se déplacer. On arrive également à faire des demandes. Regardez dans le monde du crédit. Aujourd'hui, dans la plupart des banques conventionnelles, en 5 minutes, vous pouvez faire une demande de crédit de 10 000 € et on vous l'attribue, mais c'est de l'intérêt. Alors, mais pourquoi on ne pourrait pas faire pareil dans un environnement plus éthique? Vous voyez? Donc, moi ce qui vraiment me tient à cœur, Abdelrahman, c'est de vraiment poursuivre euh, cette recherche sur justement le lancement de produits et services qui pourraient justement aider une grosse frange de la population musulmane à pouvoir avoir une indépendance financière vis-à-vis du système financier global. Super. Et du coup, quand tu voyages, vu que tu voyages souvent, tu t'intéresses à voir un peu quelles sont les solutions proposées dans les pays, dans les différents pays musulmans ou non d'ailleurs, si parfois dans certains pays non musulmans, il y a quand même des solutions qui sont développées. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois, des tendances, des projets prometteurs que tu vois se développer? Oui, oui. Alors, les projets que je vois, c'est déjà que au niveau de, du lancement des néobanques. D'accord? Parce que je pense que la banque, c'est quand même un outil de base que tout le monde a besoin. Il y a eu déjà beaucoup de progrès dans la bancarisation des populations démunies. Hein, sur que, moi, je me rappelle avant ici au Sénégal, hein, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était quasiment impossible de payer en carte bleue ou avec un autre moyen que l'espèce. Vous allez au marché, tout le monde prend de l'espèce. D'accord? Mhm. Aujourd'hui, avec le money, même la dame qui vend ses légumes au marché, vous venez, vous pouvez acheter, vous pouvez payer avec le mobile money. Elle a un numéro de téléphone, vous lui envoyez l'argent sur son téléphone. Donc ça, c'est vraiment une évolution. Et c'est, je pense que dans ce sens qu'il faut pouvoir avancer parce que ça permet de faciliter beaucoup de choses dans la vie. Après, au niveau de la finance islamique, il y a deux domaines dans lesquels j'estime qu'il y a une grande marge d'innovation pour les acteurs. Le premier domaine, c'est le domaine du financement et de la levée de fonds. D'accord? Mhm. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens très talentueux qui ont énormément d'idées, qui ont énormément de projets, qui veulent ouvrir une nouvelle boutique, qui veulent lancer un nouveau projet, mais qui sont confrontés au dilemme de dire non, j'ai pas d'autres options que d'aller faire un prêt intérêt dans une banque. Alors que les capitaux sont là. Ils sont dans certains endroits. Dans les pays du Golfe, il y a énormément de fonds souverains. D'accord? Mais malheureusement, il n'y a pas d'intermédiaire entre les détenteurs de capitaux et les détenteurs de projets. Donc, vraiment innover sur le fait de mettre une place de marché qui permette, sur la base de l'éthique musulmane, sur la base des valeurs de la finance islamique, de fiqh al-mu'amalat, mettre une euh, place de marché qui permette à des porteurs de projets de pouvoir financer d'être financé avec des porteurs de capitaux selon différents modes. Et donc, je pense qu'il y a du Mhm. travail dessus. Il y a très peu de places de marché de ce domaine. En tout cas, elles sont très peu connues. Un autre domaine, c'est le domaine de l'assurance et de la complémentaire santé, le takaful. D'accord? Mhm. Comme tu le sais, au niveau de la finance islamique, on ne peut pas souscrire de façon gratuite à une assurance conventionnelle si ce n'est que dans le cadre d'un darouri, d'un impératif. On doit chercher autant que possible
à essayer de souscrire à un modèle Takaful. Et la différence principale, c'est que dans un modèle Takaful, on est dans un modèle mutualiste. C'est-à-dire qu'on met ensemble des fonds pour pouvoir subvenir aux incidents qui peuvent arriver aux différents membres de l'assurance Takaful. D'accord? Et à la fin, même ces fonds peuvent être utilisés pour financer des infrastructures au bénéfice des membres, ou bien même parfois rendre cet argent lorsque ça peut être possible à la fin de l'année. Aujourd'hui, cela n'existe que très peu dans le monde. Il y a très peu d'offres de takaful. Donc, ça veut dire qu'un jeune musulman qui est père de famille, qui a son épouse, qui a ses enfants, qui vit en France, au niveau de l'assurance ou qui vit dans un pays majoritairement musulman, il a très peu d'options pour pouvoir avoir une couverture santé halal. Et aujourd'hui, le fait de lancer des produits d'insurtech halal pourrait également changer complètement la donne, hein. On parle quand même d'un potentiel de plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde pour que ça pourrait intéresser. Et voilà. Donc, j'ai vraiment ce souci de pouvoir libérer du temps dans la recherche autour de l'innovation dans des produits et services pour justement une finance plus éthique, une finance qui soit moins déstabilisatrice et qui soit en phase avec nos valeurs. Quels sont selon toi, les pays où ce type de solution se développe plus rapidement que d'autres? Alors, quand on parle de finance islamique, hein, on a des pays références qu'on cite souvent, hein. Mhm. C'est donc la Malaisie, qui est aujourd'hui probablement le pays où il y a le plus d'innovation dans ce domaine-là. Lorsqu'on regarde sur le site IFN Tech, IFN FinTech, qui liste un peu toutes les fintech islamiques qu'il y a dans le monde, une bonne partie elle est en Asie du Sud-Est, en Malaisie. On en a pas mal aussi également dans les pays du Golfe. Euh, et il y a vraiment beaucoup de recherche et développement. Je vais donner un exemple très concret. On a aujourd'hui la nécessité pour chaque musulman de donner sa zakat à 8 catégories de personnes. D'accord? Donc ça fait partie de ce que l'islam demande à tout musulman qui a dépassé le nisab et qui peut justement donner sa zakat. Il y a eu dans beaucoup de pays des initiatives de collecte de la zakat au niveau national. Mais en même temps, il y a eu un manque de transparence. Souvent, l'argent que l'on donne pour la zakat, on ne sait pas exactement où est-ce que ça c'est dépensé. Et il y a eu parfois même des scandales. D'accord? En Malaisie, par exemple, ils ont lancé un projet de pilote, hein, de collecte de la zakat via une infrastructure blockchain. Donc, pour ceux qui nous écoutent, la blockchain, c'est une infrastructure qu'on appelle aujourd'hui The Internet of Trust, donc l'Internet de confiance, où en réalité, toute transaction est quasiment enregistrée dans chaque bloc d'une chaîne pour assurer l'authenticité de la transaction. D'accord? Donc, c'est un système décentralisé qui permet justement de pouvoir s'assurer que toute transaction qui a été faite entre deux parties, elle est enregistrée dans différentes chaînes du bloc. Donc, il y a pas de risque de fraude. Le risque de fraude, en tout cas, il est beaucoup plus minime que dans un système centralisé. Alors, eux, ce Mhm. qu'ils ont fait comme pilote, c'est de dire, voilà, les donneurs de zakat décident de donner leur zakat et ils ont des projets qui ont été identifiés et éligibles à la zakat et ils le donnent, mais c'est une infrastructure blockchain qui va orchestrer la distribution de la zakat au niveau des projets. Donc, il y a d'un côté les donneurs de projets et il y a d'un autre côté les receveurs. Donc, lorsque je donne ma zakat, en temps réel, je vois dans quel projet elle va être distribuée parce que tout simplement, j'estime que c'est un projet qui en a besoin. On peut parler aujourd'hui de ce qui se passe en Palestine. On pourrait dire que voilà, c'est un projet prioritaire, etc. Et donc, il y a une transparence totale sur la collecte de la zakat et la distribution de la zakat, avec un risque très minime de fraude. D'accord? Mhm. Donc ça, c'est des projets qui, à mon sens, peuvent être industrialisés et permettre à beaucoup de personnes démunies dans le monde d'en bénéficier. Ça peut déjà être industrialisé au niveau national, mais ça peut également être industrialisé au niveau international. D'accord?
Oui. Le concept de la blockchain en lui-même, il est indépendant de la finance islamique. C'est un concept qui y a une valeur de dire on veut de la transparence dans la gestion des transactions et que on puisse vraiment savoir où vont les fonds qui sont dépensés. Un autre exemple très concret, c'est la gestion du cadastre dans des pays. D'accord. Ça, c'est également très fréquent dans beaucoup de pays. Les terrains qui sont vendus, il y a souvent, et je parle en connaissance de cause ici, euh, par exemple au Sénégal, on a beaucoup de problèmes euh, au niveau de la justice, de personnes qui ont acheté un terrain Mhm. et qui demain, une autre personne vient, s'approprie le terrain et la vend à une autre personne en ramenant des faux papiers. Ah ouais. D'accord? Mhm. Parce que le système administratif de gestion au niveau des impôts et domaines, il est basé sur de la paperasse. Donc, Mhm. le faux, il peut être rapidement falsifié. Les papiers peuvent être rapidement falsifiés. Alors il y a d'autres projets similaires au niveau de la blockchain qui veulent justement cartographier le cadastre dans un système de blockchain de telle manière à ce que tous les terrains dans un pays, ils sont identifiés et qu'il n'y aura pas moyen de s'approprier un terrain qui ne nous appartient pas. Donc, tu vois que, en fait, les cas d'usage, ils sont nombreux. On peut faire Mhm. beaucoup de choses. Et Ouais. si on rajoute justement l'éthique musulmane, il y a beaucoup de cas d'usage qui peuvent permettre de créer des produits et services au bénéfice de l'humain, au bénéfice des populations. Et ça, c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Pour les personnes passionnées dans le domaine, le champ des possibles, il est immense. Après, évidemment, comme tout projet entrepreneurial, ça demande beaucoup de courage, de résilience pour ce type de projet. Parce qu'il y en a, comme tu l'as dit, si les solutions ne sont pas toujours là, c'est qu'il y a une raison. Mais en tout cas, grâce à la digitalisation, comme tu l'as évoqué, le développement de ce type de projet se facilite de plus en plus. Et voilà. Je voulais revenir un petit peu sur ta spécialité aussi, de manière générale, sur la transformation digitale. Dans ce domaine-là, de manière générale, est-ce que tu vois des tendances aussi se développer, vu que tu essaies de rester à la pointe dans ces domaines de technologie aussi? Vers quoi tu penses que les choses se développent, même si c'est difficile à dire, j'imagine, mais en termes d'innovation technologique et vers où les grandes entreprises et les gouvernements se dirigent, est-ce que tu vois des tendances se développer, des zones d'intérêt vers lesquelles les gens peut-être aussi pourraient aussi développer des compétences pour être aussi à la page? Alors, c'est une très bonne question que tu poses et je pense que c'est une question aussi qui te concerne un petit peu, Abdelrahman, parce que toi, tu es dans la data. Tu vas comprendre de quoi je parle. Mhm. Ouais. Aujourd'hui, il y a un adage qui dit souvent, c'est que la data, c'est le pétrole d'aujourd'hui, hein. À l'époque, le pétrole, c'était vraiment l'or noir, qui permettait aux pays du Golfe de gagner un avantage concurrentiel. Mais juste un exemple. Dans les années 90, les 10 plus grosses capitalisations boursières dans le monde, c'était des entreprises d'extraction de pétrole. D'accord? Exxon, Mhm. Mobil, BP, etc. D'accord? Et tout le reste. Aujourd'hui, en 2024, donc 30 ans après, quasiment dans les 10 top des capitalisations boursières, tu as les GAFA. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. D'accord? Tesla. Mhm. Euh, Qu'est-ce qui a fait qu'en 30 ans, on est passé d'un monde qui était dirigé par les mastodontes de l'extraction pétrolière à un monde qui est dirigé aujourd'hui par les grands de la tech? Et c'est pareil, en Chine, on a également Alibaba, Baidu, Tencent. Mhm. Bah, c'est que aujourd'hui, il y a eu une innovation, il y a eu une innovation, il y a eu un investissement considérable dans la transformation digitale, dans l'exploitation des nouvelles technologies pour gagner en avantage concurrentiel et parfois également pour être au service des gens. D'accord? Donc Mhm. la tendance aujourd'hui, c'est que ce soit les grandes entreprises ou que ce soit les États, les gouvernements, sans le digital, on passe à la traîne. Lorsqu'on prend, il y a un index qui montre les 10 ou les 30 pays les plus digitalisés dans le monde et on regarde les 30 pays qui ont le plus grand PIB.
on va voir que quasiment 50% des pays les plus digitalisés, ils font partie des pays les plus avancés. Parce que tout simplement, la globalisation fait qu'aujourd'hui, le monde est interconnecté. Et la tendance principale, c'est que voilà, aujourd'hui, on a besoin de pouvoir digitaliser. Euh, regarde bien aujourd'hui en Arabie Saoudite, tout le processus du Hajj est aujourd'hui digitalisé. Il n'est plus possible aujourd'hui d'aller prendre son package de Hajj dans une agence. Aujourd'hui, tout doit être fait en ligne. Mhm. D'accord? Donc, tout le processus de pouvoir organiser son Hajj, il est digitalisé. Donc, tu demandais, la question, c'était la tendance. La tendance, c'est que aujourd'hui, la digitalisation, elle est la tendance numéro une, que ce soit pour les grandes entreprises ou que ce soit pour les gouvernements. Maintenant, on a le sujet de l'intelligence artificielle qui est très lié à la digitalisation. Parce que l'intelligence artificielle, c'est de pouvoir profiter de la puissance des machines et de la puissance des algorithmes pour faire un certain nombre de tâches qui prenaient énormément de temps et qui réduisaient la productivité des individus et la productivité des entreprises. Donc, beaucoup d'entreprises investissent dans l'intelligence artificielle, Mhm. investissent dans des pilotes de recherche et développement sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est ça où ils vont plus exister dans quelques temps. La concurrence à ce niveau-là, elle est énorme. D'accord? Mhm. Maintenant, moi, j'ai envie de dire que la tendance, c'est de, aussi dans le monde musulman, qu'il y ait une prise de conscience de cette réalité-là. D'accord? Les 54 pays de l'OCI, de l'Organisation de la Conférence islamique, euh, on n'a pas l'impression qu'ils ont pris conscience de cela. On n'a pas confiance qu'il y a assez d'investissement dans ce domaine-là. L'un des rares pays qui sort du lot, c'est les Émirats arabes unis, qui ont Ouais, carrément un ministère de l'intelligence artificielle. Ils ont ouais, un ministère de l'intelligence artificielle avec un ministre de l'intelligence artificielle. Parce que tout simplement, ils ont compris que ça va être un différenciant dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, moi, j'ai envie de dire, oui, la tendance, c'est ça, c'est l'IA, les nouvelles technologies, mais en restant dans le raisonnable, en restant dans l'éthique, en restant dans les valeurs de l'islam, c'est-à-dire que on évite toute chose qui pourrait être nuisible aux populations avec ce qu'on appelle maqasid al-sharia, hein, donc préserver la vie, préserver les biens, préserver les personnes, préserver la religion. Et donc ça, c'est quelque chose qui nécessite aussi une collaboration entre deux types de profils, des profils experts qui connaissent comment fonctionne la technologie et des profils d'érudits qui connaissent un peu les enseignements de l'islam. Et donc, cette collaboration, elle va pouvoir permettre d'innover et de pouvoir mettre en service des produits et services qui soient utiles aux populations. ouais. Et bon, tout le monde n'est pas forcément développeur informatique ou dans le digital ou dans l'IA. Comment est-ce que les personnes, je sais pas moi, des avocats, voilà, des managers, enfin, des gens dans tout type de domaine peuvent aussi bénéficier et un peu surfer sur la vague, même si c'est pas vraiment leur domaine de prédilection au quotidien. Alors, je pense que le sujet lui-même, c'est un sujet qui s'adresse pas seulement aux techniciens. C'est un sujet qui doit justement euh, mettre autour de la table différentes compétences. D'accord? Il y a déjà des aspects légaux. Aujourd'hui, il y a des sommets au niveau mondial des dirigeants mondiaux sur la régulation de l'intelligence artificielle. Donc, lorsqu'il s'agit de régulation, tu comprendras bien qu'on a besoin de juristes, on a besoin d'avocats. Donc, ces gens-là, ils sont là pour essayer de comprendre comment fonctionnent les technologies. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de lois qui sont votées pour contrôler aussi la suprématie des grandes la tech sur la vie privée qu'ils Hmm. ont. D'accord? Donc, pour moi, en fait, c'est deux sujets, hein. Il y a le sujet du développement et de la conception qui est un sujet effectivement technique où il faut des experts. Mais après,
ça reste juste une partie visible du gros projet. Il y a également beaucoup d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Il y a l'aspect de l'éthique, parce que quel que soit le produit qui soit lancé, quelle est la dimension éthique qu'il y a dedans, indépendamment de la religion, hein, mais une dimension éthique. Et il y a la dimension religieuse aussi pour les pays euh, musulmans. Il y a la législation, comment on régule aussi les échanges entre les pays sur certains produits euh, pour pas qu'il y ait d'autres produits qui soient, que certains pays qui soient vis-à-vis d'autres. Il y a également la psychologie. Donc, tu vois que, en fait, le sujet de l'intelligence artificielle, c'est pas un sujet de technicien, hein. C'est vraiment Ouais, un ça sujet touche qui à tout le doit monde en fait. vraiment, Ouais, voilà, ça touche tout le monde. Ça touche tout le ouais. monde. Il y a ce débat de fond qu'on entend depuis bientôt 3 4 ans sur jusqu'où on peut permettre l'intelligence artificielle d'aller. À quel moment on doit attirer la sonnette d'alarme, dire attention, on ne doit pas se faire dominer par les machines, tu vois. Et Mhm. donc ça, c'est un sujet de fond qui nous concerne tous et qui concerne pas que les techniciens, hein. Les techniciens, ils sont là juste pour pouvoir mettre en œuvre les solutions, mais il y a une dimension beaucoup plus globale sur quelle est la viabilité des produits et quelle est la valeur pour la société. Donc en fait, grosso modo, en fait, c'est à chaque industrie et à chaque spécialiste, on va dire, de voir un petit peu comment l'IA peut jouer un rôle dans son industrie, histoire de comprendre un peu les enjeux pour leur travail et voilà, pour leur domaine. C'est de se renseigner un minimum, voir ce qui se développe, même si ils n'utilisent pas forcément tous les jours, mais au moins voilà, qu'ils sachent que ça existe, comment ça fonctionne, quelles solutions peuvent être proposées pour faciliter le travail au quotidien, accélérer le travail au quotidien, même des choses aussi simples que par exemple, moi j'utilise souvent pour relire mes mails, parce que j'écris mes mails très rapidement, et des fois je fais des fautes d'orthographe, une ou deux fautes d'orthographe, et le fait de le relire, ça me permet d'éviter ça. Et après, comme tu dis, il y a aussi le gros point d'interrogation de savoir où est-ce que ça va nous mener, tout ça, ça avance tellement vite qu'on est un peu dans le flou, ça peut faire peur aussi parfois. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, les études, hein, elles sont assez claires, hein. C'est qu'aujourd'hui, il y a entre 15 et 20% et 15 mais jusqu'à même 40% de productivité qui peuvent être gagnées avec l'IA Mhm. générative sur différents domaines. D'accord? Surtout sur tout ce qui est lié aux tâches répétitives, sur tout ce qui est Mhm. lié parfois à la relecture, comme tu l'as dit. Donc, c'est de la productivité. Et donc, les personnes, elles peuvent redéployer ce temps sur d'autres types de tâches qui nécessitent une intelligence humaine. Et c'est tout le débat, c'est-à-dire que comment chaque industrie va identifier quelles sont les tâches où il y a nécessité d'une intelligence humaine pour contrôler, pour valider et pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque. Et quelles sont les tâches que l'on peut sereinement confier à la machine et qui vont nous permettre de libérer du temps pour autre chose. Ça, c'est vraiment le débat qu'il y a. Et chaque industrie doit prendre le temps d'identifier ces tâches-là pour pouvoir le faire. Et c'est un enjeu très important pour tous les pays du monde et pour toutes les industries. C'est fascinant. Ouais, Djibril, ouais. Djibril, on arrive à la fin du podcast. Je vais te poser quelques questions de fin, mais avant ça, je vais te demander peut-être est-ce qu'il y a un sujet, quelque chose que tu aurais aimé évoquer, qu'on n'a pas évoqué. Ouais, en fait, je pense que le sujet, j'en ai beaucoup parlé, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez. Euh, J'invite les gens qui nous écoutent juste à ouvrir les yeux sur ce gap qu'il y a au niveau de l'innovation entre les pays d'Occident et le reste du monde musulman. D'accord? C'est flagrant en regardant les GAFA, on regarde la Chine, on regarde l'Union européenne. À côté, on a 54 pays de l'Organisation de la Conférence islamique, avec des pays comme l'Indonésie qui ont plus de 200 millions d'habitants de confession musulmane. C'est pour dire que euh, il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience sur l'importance de l'innovation au service des populations et que les dirigeants du monde dans les pays musulmans
en fasse une priorité et qu'on ne soit plus aussi dépendant de l'innovation qui vient d'autres pays. Alors, ça n'a rien de communautariste, j'insiste dessus. C'est juste qu'aujourd'hui, lorsqu'on on regarde la population mondiale, et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Pew Research, c'est un cabinet de recherche aux États-Unis qui est spécialisé dans tout ce qui est recherche ethnographique des différentes populations dans le monde. On est aujourd'hui en 2024, il y a à peu près 1,8 milliard de musulmans. On est censé être la deuxième religion dans le monde derrière les catholiques, en tout cas selon leurs recherches. Mhm. Mais qu'en 2050, il va y avoir 2,8 milliards, il y aura quasiment un peu plus de musulmans que de catholiques. D'accord? On va être à 9 milliards, si je ne me trompe, d'habitants en 2050. Donc 2,8, ça veut dire qu'il y aura quasiment à peu près, parce que bon, la réalité, c'est que les populations de confession musulmane font beaucoup d'enfants que le reste du monde, hein. Ça c'est un secret de polichinelle. La démographie, elle augmente plus. Donc le message que j'ai envie de dire, hein, pour finir, c'est que il faut que l'on ait une promotion de l'innovation et de financer les entrepreneurs qui veulent innover pour le bien des populations, que ce soit dans la finance islamique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation. Il y a vraiment un retard à rattraper à ce niveau-là, dans la recherche, dans le développement, dans le financement. Et ça, c'est le nerf de la guerre, c'est que, comme j'ai dit, moi, je rencontre autour de moi beaucoup de jeunes entrepreneurs qui ont des très belles idées, mais qui sont confrontés au manque de financement, au manque d'écosystème pour incuber un peu tout ce qu'ils font. Donc, je lance un appel du cœur en disant aux entrepreneurs, essayez dans votre domaine d'innover, de rechercher des produits et services qui peuvent être utiles aux populations et aux États et aux porteurs de capitaux, essayez de financer ces gens-là pour que derrière, les choses puissent changer dans le bon sens et que l'on ait un monde meilleur, un monde où l'éthique prend le dessus sur l'appât du gain, sur l'avidité de la finance conventionnelle et où les valeurs humanistes de respect de l'autre, de partage des risques et des profits prennent le dessus sur l'agressivité du monde dans lequel nous vivons. Merci beaucoup pour tes conseils, Djibril. Donc, pour les questions de fin, du coup, je pense une question qui m'intéresse beaucoup, c'est quelle est la compétence qui t'est le plus utile au travail ou dans la vie de tous les jours? Je pense que la compétence qui est la plus utile, c'est l'empathie. Moi, je pense qu'il faut euh, mettre l'humain au centre des relations professionnelles. Et plus une personne elle est empathique, qu'elle est facile d'accès, plus ses relations avec les autres seront meilleures et que sa progression dans la carrière aussi sera meilleure. C'est une étude de Harvard Business Review qui le montre. On a chacun des compétences techniques et on a également des qualités humaines, ce qu'ils appellent les hard skills et les soft skills. Selon les études, 80% de la réussite d'une carrière est liée aux soft skills, c'est-à-dire les qualités humaines. Plus une personne elle a ces qualités humaines-là, plus elle est plus à même de réussir sa carrière. Il arrive un moment dans la carrière où les compétences techniques passent en second plan par rapport aux soft skills. Et c'est les soft skills qui permettent de développer sa carrière, ou d'avoir des relations humaines de bonne qualité, et voilà, d'avoir la confiance des personnes. Et enfin, je le vois au quotidien, tout ce qui est communication, empathie. Il y a pas mal de soft skills en fait qui permettent vraiment de naviguer, on va dire, le monde de l'entreprise ou même dans n'importe quel type de projet sur lequel on travaille, même associatif, voilà, qui facilite la vie vraiment quand on les développe. Est-ce que tu as des routines au quotidien? Tu voyages beaucoup, tu fais beaucoup de choses, mais est-ce que tu arrives à garder quelques routines qui te permettent de progresser, de garder l'énergie? Oui, alors, moi ma routine que j'ai depuis que je suis tout petit, et ça, je pense que c'est là où je tire toute ma force, c'est la prière du matin à la mosquée. Mhm. C'est vraiment mon énergie de la journée.
Si pour un jour ou une raison X, je ne fais pas la prière du matin à la mosquée derrière l'imam, je me sens très mal. Et cette prière du matin à la mosquée, elle me donne la force de pouvoir commencer ma journée. Parfois après, il y a le temps des zikr, des doigts du Coran. Et ça, c'est la routine principale. Quel que soit le pays du monde où je vais, même je suis dans un hôtel à perpète les lurettes ou permettre les oies, comme je disais à mes enfants, je regarde toujours sur Maps quelle est la mosquée la plus proche. Et Ouais, parfois, j'y vais, je fais mon fajr et je reviens. Et ça, ça me donne un apaisement, ça me donne une force pour commencer ma journée. excellent. Bah, c'est un très beau conseil. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une recommandation de un ou deux livres qui t'ont particulièrement marqué dans ton cheminement? Alors, j'ai lu beaucoup de livres. Je vais peut-être en mentionner deux comme ça. Ils m'ont marqué. C'est peut-être pas les seuls. Mais le premier, c'est un livre que je conseille à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur l'histoire. C'est un livre de l'imam, le cheikh Abu Hassan Ali Nadwi, qui s'appelle Mada qasir al-alam min inqita' al-mu'minin. Qu'est-ce que le monde a perdu de la décadence des musulmans? Donc, c'est l'histoire de l'islam depuis l'avant-révélation, avant la venue du prophète sallam, jusqu'à l'ouverture des pays d'Europe, etc. Et avec les différentes dynasties omeyyades, etc. Donc, c'est un livre vraiment très profond, qui est d'ailleurs une référence hein, dans le monde musulman. L'autre livre que je pourrais aussi recommander, c'est un Il livre qui est un existe en best-seller. français ou en anglais, ce livre-là? Ouais, il existe en français, en anglais et dans plusieurs langues. C'est une référence dans le monde musulman. Moi, je l'ai lu en anglais ou en français, je sais Je viens plus. de trouver L'autre face du monde, rapport de la civilisation musulmane à l'Occident. C'est celui-là. Voilà, oui, c'est ça. Ok. Alors, l'autre livre, peut-être tu le connais, hein, c'est un best-seller qui s'appelle Atomic Habits. Tout à l'heure, Ouais. tu me posais la question de mes routines. Je te parlais de la prière de Fajr à la mosquée. Il y en a beaucoup d'autres, mais ce livre-là, c'est un livre donc, qui est basé sur juste la psychologie et qui montre l'impact de routines très simples sur la productivité à long terme de l'individu, du groupe et de la société. D'accord? Mhm. Euh, donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait de changer, réformer un individu, un groupe ou une société, c'est pas quelque chose qui va se faire en mode Big Bang. C'est quelque chose qui va se faire en changeant de petites habitudes que la personne a ou le groupe a. Et il Ouais. donne beaucoup d'exemples réels hein, de comment certains individus, certains athlètes, certains sportifs, certaines sociétés ont pu changer en changeant juste une petite chose dans leur quotidien. Et je recommande ce livre-là parce que moi, personnellement, il m'a beaucoup inspiré. Et j'insiste sur le fait que voilà, la littérature, il y a souvent, parfois, des auteurs qui vous marquent. Et voilà, si je le cite aujourd'hui, c'est que ce livre m'a marqué particulièrement parmi tant d'autres. Super. Merci beaucoup, Djibril. Et enfin, dernière question, si un auditeur ou une auditrice souhaite suivre ton travail, est-ce que tu es disponible? Enfin, je sais que tu as, un site internet déjà. Et s'ils souhaitent te contacter, est-ce que c'est possible? Oui, ils peuvent me contacter bah, sur Insta. J'ai également le site financeislamique.shop où ils peuvent me contacter. Sinon, sur Insta, je réponds généralement ou parfois sur Facebook, mais je réponds plus sur Insta parce qu'effectivement, je reçois beaucoup de questions sur Insta. Et ton Insta, Donc, ouais, ce c'est sera un grand quoi? plaisir. Djibril Ndoye 1. Djibril Ndoye 1. Ok, ouais, j'ai trouvé. Bah, écoute, je mettrai tout ça en description pour les personnes intéressées. On arrive à la fin de l'épisode, Djibril. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir sur Muslim Makers. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer en vrai. Si tu passes en Arabie Saoudite, où je suis maintenant à Riyad, fais-moi savoir en tout cas. Et puis, si je passe à Paris, peut-être qu'on aura peut-être l'occasion de se rencontrer, Inch'Allah. Mais en tout cas, c'était un plaisir de t'accueillir. Et je demande à Dieu qu'il mette la baraka dans tous tes projets, qui t'aide à prioriser et choisir les projets qui ont le plus d'impact positif pour toi, pour la communauté. Merci beaucoup, Barakallahu fik, Abdelrahman. Et encore une fois, qu'Allah te fortifie dans cet effort que tu fais pour vulgariser tous ces conseils. Hein. C'est vraiment très positif, très impactant. Donc, je prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Amin. Et Inch'Allah,
si jamais je viens à Riyad dans les prochains mois, je ne manquerai pas à te faire signe, Inch'Allah. Bien Merci sûr. beaucoup. Merci beaucoup et Jumu'ah Mubarak. À bientôt, Inch'Allah. Adjouma Mubarak. Salam Salam alaikum. alaikum. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.